Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de participer aux Journées nationales de la STH au nom du groupe LMC pour parler de la rémission sans traitement en Tunisie, du concept vers la réalité. Pour introduire, on ne va pas reprendre l'évolution de la LMC. Il est clair que l'imatinib, en tant que thérapie ciblée, il a révolutionné la prise en charge de la LMC avec un meilleur contrôle de la maladie, une meilleure survie globale et un retour à une espérance de vie normale sous traitement. Donc, les objectifs, ils ont évolué dans le traitement de la LMC et l'enjeu actuel, c'est la rémission sans traitement. Donc, plutôt, on va parler des critères d'arrêt du traitement. Quels sont les critères à choisir? Donc, la présentation est divisée en deux parties. Partie opportunité pour parler des opportunités et du rationnel d'arrêt du traitement, et une partie pour parler des réalités, de la faisabilité de l'arrêt du traitement et des états des lieux en Tunisie. Donc, je commence par parler de la survie globale et la survie sans progression avec la courbe du groupe allemand. On voit très bien qu'avec l'imatinib, la survie, elle a atteint 93%. Et ces survies se sont confirmées avec plusieurs études, avec des résultats comparables, avec une survie globale aux alentours donc, de 90% et survie sans progression également, qui peut atteindre les 92%. Le deuxième point dont on va parler, c'est l'espérance de vie. On voit très bien, comme le démontre cet article publié dans JCO en 2016, que l'espérance de vie des patients LMC, elle est devenue comparable à l'espérance de vie d'un sujet normal. Et ceci est plus évident dans la tranche d'âge des patients âgés de moins de 55, ce qui va donc engendrer. Donc, les ITK, ils ont tellement amélioré la survie globale des patients LMC, ils ont donc augmenté l'espérance de vie des patients LMC, ce qui a donc engendré une augmentation imprévisible de la prévalence. Donc, comme le démontrent bien les études, donc aux USA, la prévalence en 2010 estimée à plus de 70 000 patients et devrait augmenter à 180 000 d'ici 2050. En France, 10 789 patients donc, diagnostiqués jusqu'au 31 décembre 2014, correspondant à une prévalence brute de la maladie de 16,3 pour 100 000 habitants. Donc, on n'a pas de chiffre exact de la prévalence de la maladie en Tunisie, mais on sait très bien que l'espérance de vie, elle est aux alentours, donc en moyenne de 75 ans en Tunisie. Donc, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on s'attend à une augmentation de la prévalence, d'où, donc, vu le coût des ITK, donc on s'attend à un fardeau économique avec donc l'augmentation de la prévalence de la LMC. Donc, un autre point donc très important dont on doit parler, c'est le coût de la maladie et l'impact médico-économique de la maladie. En France, le montant des ventes des thérapies ciblées sur l'année 2014 s'est élevé à 1,7 milliard d'euros, correspondant à 47,3% des ventes de tous les médicaments anticancéreux. Par rapport à l'année 2013, l'évolution des ventes liées aux thérapies ciblées a été de plus 8,1%. C'est lié à l'ensemble des anticancéreux a été de plus 8,9%. Comme le démontre bien ce camembert, les thérapies ciblées constituent 24% de l'ensemble des dépenses de traitement donc, en France donc, en 2014. Et l'imatinib constitue la principale thérapie ciblée délivrée en officine avec près de 185 millions d'euros, soit 12,6% des dépenses d'anticancéreux en officine. En USA, le coût des ITK varie entre 90 000 et 250 000 $ par an. Et même l'introduction des génériques n'a pas diminué de façon significative le coût,
comme le démontrent bien ces chiffres publiés par Kantarjian et al. Donc en 2016. Qu'en est-il en Tunisie? Donc, ce qu'on a donc, comme publication en 2016, les dépenses allouées aux médicaments en 2016, c'est 658 000 dinars par an, soit 36% en 2016 pour les médicaments spécifiques. Le coût de l'imatinib est de 11 041, donc de 11 000 dinars. En 2017, 322 000 dinars pour les médicaments spécifiques, dont 70 000 dinars pour les thérapies ciblées. Et l'imatinib prend la seconde position après la trastuzumab. Donc, on a parlé du coût direct de la maladie. Il ne faut pas oublier les coûts indirects, c'est-à-dire le retentissement psychologique d'une maladie à évolution chronique, l'absentéisme, la diminution de la productivité. Donc, l'impact sur l'économie de la santé serait très fondamental et l'économie réalisée très conséquente. Un autre point donc, à considérer, c'est bien sûr les effets indésirables non négligeables des ITK. Nous avons les effets indésirables communs à tous les ITK, tels que les troubles hématologiques, les céphalées, l'hypophosphatémie, la fatigue et l'asthénie, sans oublier la rétention hydrique pour l'imatinib et l'azatinib, le prolongement de l'espace QT, les troubles, donc la perturbation du bilan lipidique, l'hyperglycémie avec le nilotinib, et sans parler des restrictions alimentaires et des interactions médicamenteuses assez fréquentes. Donc, une incidence relativement élevée d'effets indésirables, certes rarement sévères, mais potentiellement inconfortables, ne concourent pas a priori à favoriser l'observance. Donc, qu'en est-il de l'observance du traitement? Donc, dès 2007, dans une étude pharmaco-économique à partir d'une série rétrospective de 267 patients, Darko et al. Montrent que l'observance moyenne calculée sur une année est de 77,7% seulement. Donc, une étude belge, l'étude Adagio, a rapporté les résultats d'une étude prospective à partir d'une cohorte de 202 patients, donc 38% sont non observants pour le traitement. Donc, d'autres points donc, pour le rationnel d'arrêt du traitement, le désir ou la possibilité de grossesse. Donc, dans notre série, l'âge médian, il est relativement jeune, 45 ans, avec 54% de femmes. Donc, on peut supposer que le désir de grossesse est non négligeable. De même pour les maladies intercurrentes et les traitements concomitants interdits, donc, et le risque relativement important d'interaction médicamenteuse, d'autant plus que nous avons 20% de notre population LMC âgée de plus ou moins 60 ans au diagnostic. Donc, tous ces arguments nous ont poussé à étudier la possibilité de l'arrêt du traitement en Tunisie. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre présentation, donc réalité et faisabilité de l'arrêt du traitement. On va commencer par les critères d'arrêt en fonction des différentes études. Donc, jusqu'à maintenant, plusieurs études ont été publiées. Donc, nous avons la première étude pilote publiée depuis 2007 par Rossello et al. Ils ont conclu à la faisabilité de l'arrêt du traitement. Et nous avons actuellement les études actualisées, donc publiées, présentées dans l'ESH 2019, l'étude STEAM1, ayant colligé 100 patients avec des critères d'inclusion relativement stricts. Donc, ils ont opté pour des patients sous imatinib en première intention, ayant reçu le traitement pendant au moins 3 ans, avec comme critère donc une réponse moléculaire indétectable, c'est-à-dire une RM5 pendant au moins 2 ans. Et donc, comme critère de rechute, ils ont opté pour la perte de la RM5. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme résultat? Donc, 43% de rémission sans traitement à 6 mois et 38% de rémission sans traitement à 5 ans. Donc, c'est les résultats actualisés publiés dans JCO en 2017.
Donc, on voit très bien que la majorité des rechutes moléculaires surviennent durant les premiers 6 mois. Et depuis, donc, plusieurs études ont été publiées et qui ont retrouvé des résultats comparables, mais avec des critères d'inclusion moins stricts. Donc, on ne peut pas passer sans parler de l'étude Horosky, donc l'étude européenne où ils ont colligé le nombre le plus important ou imatinib en première ou en deuxième ligne pendant minimum 3 ans, ayant atteint donc une RM4 pendant au moins, médian à l'arrêt du traitement était de 61 ans, avec des extrêmes allant de 20 à 90 ans. La durée du traitement, donc la durée médiane, elle était de 8 ans, avec des extrêmes allant de 3 à 14 ans. La durée moyenne de la RM4 était de actualisée, donc présentée dans le HA de l'étude Rustim, qui ont colligé 106 patients en indication à une deuxième tentative d'arrêt, mais ils ont conclu que les chances de récupérer, donc les chances de maintenir une réponse, une rémission sans traitement, elles sont moindres par rapport à la première tentative, mais elle est toujours faisable. Donc, ce qu'on peut déduire, donc les résultats, ils sont reproductibles. Nous avons plus de 35 études d'arrêt de traitement avec les différents ITK, plus de 3600 patients inclus, et toutes les courbes, ils ont le même aspect, malgré différents critères d'éligibilité et différents critères de rechute moléculaire. Donc, on va discuter, est-ce qu'il y a, oui ou non, des facteurs prédictifs de la perte de la rémission. Donc, en revoyant les différentes études, les facteurs prédictifs de rémission sans traitement, les facteurs qui ressortent le plus, c'est le haut risque de SOCAL, la durée de traitement donc par ITK avant l'arrêt, la durée de la réponse moléculaire profonde et le délai d'attente de la réponse moléculaire profonde. Nous avons 2 études clés dont on va parler. Donc, l'étude STEAM1, donc, qui a démontré que les patients qui ont un haut risque de SOCAL ont une rémission, un pourcentage de rémission sans traitement moindre comparativement par rapport aux patients qui ont un risque de SOCAL intermédiaire ou un faible risque de SOCAL. Et la durée de l'imatinib avant la durée donc, du traitement avant son arrêt impacte également la rémission sans traitement avec un cut-off de 54 mois. Plusieurs facteurs ont été également étudiés dans l'étude Horosky. Ils ont démontré que une fois la réponse moléculaire profonde atteinte, quelle que soit la profondeur de la réponse moléculaire profonde, c'est-à-dire RM4, RM4.5 ou RM5, il n'y a pas de différence significative entre les pourcentages de rechute. Ils ont démontré également qu'un seuil d'environ 6 ans pour la durée des ITK était associé à une plus grande probabilité de maintenir une rémission sans traitement, avec un pourcentage de 54% pour les patients qui ont reçu les ITK pendant une durée de 6 ans versus seulement 34% de rémission sans traitement pour les patients qui ont reçu les ITK pendant une durée inférieure à 6 ans. La durée de la RM4 a également un impact positif sur le succès de l'arrêt avec comme cut-off 3 ans. Donc, c'est-à-dire les patients qui ont une RM4 de durée plus de 3 ans avant l'arrêt du traitement ont un meilleur pourcentage de rémission sans traitement. Donc, toutes ces études ont contribué à l'élaboration de recommandations internationales. Les premières recommandations ont été publiées par une équipe australienne en 2016 avec les critères les plus stricts. Donc, ils ont opté comme critère donc, pour l'arrêt du traitement des patients qui n'ont pas un haut risque de SOCAL, un patient qui a un transcrit BCR-ABL quantifiable typique, les patients en phase chronique seulement, les patients qui ont atteint une réponse optimale
les patients qui ont reçu le traitement pendant au moins 8 ans, qui ont atteint une réponse moléculaire profonde type RM 4.5 pendant au moins 2 ans. Sans oublier également les critères institutionnels, donc c'est-à-dire un laboratoire qui permet une étude moléculaire hautement sensitive, standardisée à l'échelle internationale, la possibilité d'avoir les résultats dans les 4 semaines qui suivent la date du prélèvement, la capacité de pratiquer les prélèvements toutes les 4 à 6 semaines en cas de besoin. Si une rechute est diagnostiquée, avoir la possibilité de reconduction du traitement dans les 2 à 4 semaines suivant le diagnostic. Et depuis, plusieurs autres recommandations ont été publiées. Donc, nous avons les recommandations de l'ESMO en 2017, les recommandations du groupe français des LMC en 2018 et les recommandations de l'NCCN en 2020. Donc, ils ont en commun, donc ils ont opté pour les critères d'arrêt, donc les patients âgés de plus de 18 ans, les LMC en phase chronique seulement, donc indépendamment du score de SOCAL pour le groupe français des LMC et pour les recommandations donc, de l'NCCN, alors que pour les SMO, ils ont opté pour les patients qui n'ont pas un haut risque de SOCAL. Le transcrit BCR-ABL, donc typique, quantifiable. La durée du traitement avant l'arrêt, il est de 3 ans pour les recommandations de l'NCCN. Il atteint les 5 ans pour les recommandations du groupe français et de l'ESMO. Donc, la profondeur de la réponse, elle est de RM4 pour les recommandations de l'NCCN, elle est de RM4.5 pour l'ESMO, les recommandations de l'ESMO et du groupe français. La durée de réponse, elle est de plus de 2 ans, avec comme, pour définir la rechute, c'est la perte de la RMM pour les recommandations du groupe français, les recommandations du NCCN, et donc, dans les antécédents, il ne faut pas qu'il y ait un antécédent de progression ou d'échec de traitement. Et pour l'ESMO, il faut que les patients aient atteint une réponse optimale. Donc, plus récemment, nous avons les critères d'arrêt du traitement par ITK, donc publiés par l'ELN, donc en 2020. Nous avons les critères obligatoires, LMC en phase chronique, un accès à un monitorage moléculaire par PCR quantitative, un consentement éclairé du patient concernant notamment le suivi moléculaire rapproché et le risque de rechute suivant l'arrêt du traitement, donc, et les critères minimaux autorisant l'arrêt du traitement, un traitement de première ligne ou de deuxième ligne après une toxicité de la première ligne, donc seulement les ITK2, donc avec switché pour toxicité, un transcrit BCR-ABL quantifiable, une durée du traitement supérieure ou égale à 5 ans pour les ITK de première génération et supérieure ou égale à 4 ans pour les ITK de deuxième génération. Les patients qui ont atteint au moins une RM4 maintenue depuis plus de 2 ans avec l'absence d'échec du traitement préalable. Donc, voilà toutes les recommandations publiées. Qu'en est-il de l'état des lieux en Tunisie? Donc, en fait, nous avons mené une première réunion du groupe d'études de LMC pour l'étude de la faisabilité en 2018. Donc, première réunion en 2018. Donc, l'accès à un monitorage moléculaire par PCR quantitative aligné à l'échelle internationale est actuellement possible dans 4 laboratoires d'hématobiologie, donc 2 laboratoires sur le Grand Tunis, un laboratoire à Sousse qui draine les prélèvements des services d'hématologie de Sousse et de Monastir et un laboratoire à Sfax. Plusieurs tentatives d'arrêt à partir de 2014 dans plusieurs centres et une thèse soutenue en mai 2021 qui a illustré l'expérience d'arrêt au service d'hématologie clinique de l'hôpital Aziza Othman. Donc, nous avons décidé de mener une étude rétrospective multicentrique, donc qui va être, dont les résultats vont être présentés en détail par Dr. Kefi par la suite. Donc, on a jusqu'à décembre 2017 494 patients, dont 37 patients décédés et 5 patients perdus de vue, donc 452 patients évaluables. Parmi ces patients, nous avons 420 patients en phase chronique et 32 patients en phase accélérée.
Et parmi les 420 patients, donc nous avons 260 patients qui ont pu être maintenus sous imatinib et 5 patients sous ITK deuxième génération en première intention. Et parmi les patients switchés pour nilotinib ou dasatinib, 18 switch pour intolérance. Donc, parmi les 18 patients sous ITK2 switchés pour intolérance, 14 patients ont reçu le traitement pendant plus de 4 ans. Pour les patients donc, sous ITK2 en première intention, tous ont donc, atteint une durée de traitement supérieure à 4 ans. Et parmi les patients, donc parmi les 260 patients maintenus sous imatinib, 200 patients ont atteint une durée de traitement supérieure à 5 ans. Donc, pour la réponse moléculaire profonde, donc 2 patients parmi les patients sous ITK2 switchés pour intolérance ont atteint une RM4 pendant plus de 2 ans. Et pour les patients sous ITK2 en première intention, 2 patients également donc, ont atteint une durée de traitement supérieure à 2 ans. Et pour les patients sous imatinib, nous avons 125 patients donc, qui ont atteint une RM4 supérieure à 2 ans. Donc, en prenant en considération également le suivi régulier du patient et le type donc, de transcrit, nous avons jugé éligible pour l'arrêt du traitement, selon les critères ELN 2020, 123 patients. Donc, la répartition des patients éligibles pour l'arrêt, donc, on a dit au total 123 patients, donc répartis, donc 50 patients au service d'hématologie de l'hôpital Al-Azhar Othmane, 36 patients au service d'hématologie de Sfax, 12 patients au service d'hématologie de Sousse, 14 patients au service d'hématologie de Monastir, 4 patients à l'hôpital La Rabta et 7 patients au service d'hématologie hôpital militaire. Donc, parmi ces patients, nous avons donc 62% des patients éligibles pour l'arrêt au service d'hématologie de l'hôpital Al-Azhar Othmane qui ont pu déjà arrêter le traitement à la date de point, 30% des patients donc, éligibles pour l'arrêt au service d'hématologie de Sfax ont pu arrêter le traitement et 42% des patients éligibles pour l'arrêt au service d'hématologie de Sousse ont pu arrêter le traitement. Donc, les patients éligibles pour l'arrêt et encore sous traitement est de 76 patients. Donc, les arguments avancés pour le non-arrêt du traitement, la non-disponibilité du patient pour pratiquer les prélèvements toutes les 4 semaines et la réticence par crainte de la rechute. Donc, pour conclure, l'arrêt de l'imatinib est donc faisable en Tunisie. Une bonne coordination entre patients, médecins et biologistes est indispensable pour fournir donc l'information préalable, donc un entretien du patient avec le médecin traitant pour discuter donc de ses craintes, une étroite collaboration donc, entre cliniciens et biologistes pour programmer l'arrêt du traitement, quitte à pratiquer un échéancier adapté en fonction de la capacité de chaque laboratoire. Donc, et je vous remercie et je remercie énormément donc, les membres du groupe LMC qui ont permis la réalisation de ce travail. Merci.